Sarah, Ravie de te recevoir dans ce live sur la chaîne du bol. invitée ici. Je suis ravie. Très Donc, heureuse d'être. comme je disais en intro, toi, tu as monté 3 ateliers. Donc, 2 dans la région parisienne, je ne sais plus où exactement, et un sur Marseille, c'est ça? Un ensemble d'ateliers dans le 11e à Paris, un atelier à Montreuil et un atelier à Marseille. Ok, bon, super. Et ça fait combien de temps que tu les as montés au final? Alors, j'ai ouvert le premier espace en 2018. Donc, en septembre, on va fêter nos 5 ans déjà. Oui, super. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Les ateliers se sont suivis au fur et à mesure du temps. Mais le premier a été inauguré en 2018. Voilà. Et donc, toi, comment est-ce que tu en es venu à monter ces ateliers? Comment tu en es venu à la céramique et à proposer tout ça, quoi? Alors, moi, j'ai un parcours, je viens pas forcément de l'univers de la céramique à la base. J'ai j'ai été formée à la communication, donc j'ai une école de communication, et ensuite j'ai travaillé dans des agences de publicité à Paris pendant environ 5 ans. Et en parallèle, j'ai commencé à prendre des cours de céramique, des cours de soir. À l'époque, c'était tout premier cours, c'était le samedi matin. Et pourquoi, qu'est-ce qui m'a attirée là-dedans à la base, quoi. Je sais que je voulais avoir une activité un peu plus créative, manuelle, parce que je suis quand même beaucoup derrière mon ordinateur. Et voilà, et donc j'ai pris mon premier cours il y a 8 ans environ. À l'époque, c'était assez difficile, en tout cas, par trouver des ateliers pour prendre des cours, pour pratiquer aussi en libre accès, parce qu'en fait, très rapidement, j'ai eu cette envie D'en d'avoir faire plus, quoi. plus, d'avoir libre. Donc j'ai essayé un peu d'en faire chez moi, mais bon, j'ai très vite vu que ça tenait dans mon petit appartement parisien. Et du coup, j'ai cherché des lieux et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que des lieux comme ça n'existaient pas à Paris, mais il y en avait qui existaient à Londres notamment. Moi, j'ai été très très inspirée par des ateliers londoniens, notamment Turning Earth, qui est un atelier que j'ai visité par la suite quand j'ai eu mon projet de clé qui a un peu le même fonctionnement d'atelier libre, de résidence. Ils ont Ouais, qui ont un panel en fait d'offres assez variées, quoi, où tu peux trouver ce que tu cherches. des immenses hangars, quoi. C'est assez impressionnant quand on va là-bas. Et donc voilà, donc j'ai eu cette idée et à l'époque, je me questionnais un peu sur mon travail. Donc j'ai quitté mon travail et j'ai fait l'aventure clé. Donc ça a commencé par un atelier, un local donc dans le 11e. Donc, je ne sais pas si tu veux que je te raconte. Ouais, je te posais un peu les questions parce qu'on a eu vraiment plein de questions. En général, ça dure entre 20 et 30 minutes, donc il va falloir qu'on soit hyper efficace pour répondre à tout ça, quoi. Voilà. Donc, tu as eu cette idée donc, de monter ton atelier, tu as tout lâché et donc, pour te lancer là-dedans. Comment est-ce que tu as planifié ensuite cette création d'atelier? Quelles ont été pour toi les étapes pour monter Clé? Alors, donc, il y a eu pas mal d'étapes différentes. Il y a eu vraiment, je dirais, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où j'ai ouvert l'atelier, il y a eu un an qui s'est écoulé pour que toutes ces étapes se créent à un rythme différent. Mais la première étape, ça a été vraiment l'étape de recherche, d'analyse. Donc, j'ai fait une étude de marché assez poussée. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai contacté Turning Earth, que j'ai regardé ce qui se faisait, etc. Donc, ça a été, ça a duré quelques mois. En parallèle, j'avais encore mon travail à ce moment-là. Et j'ai fait le fameux business plan, le prévisionnel. Donc ça aussi, ça a été, c'est assez important. Comment, en tout cas, ça a pas mal structuré mon projet. Euh, et ça a Oui, parce que là, je vais te faire une aparté parce qu'au final, ouais, monter un atelier, ça demande quand même pas mal de matériel. Et donc, si tu as le local et tout, toi, tu as eu besoin de quelle fourchette pour créer Clé Atelier? d'investissement, tu veux dire? Ouais. Alors, pour le premier local, de mémoire, j'ai investi 60 000 euros, sachant que je n'avais pas de porte ni de droit au bail. Donc, c'est pas une somme très importante. Et oui, parce que vu le matériel de la céramique, en céramique, il coûte hyper cher. Tu vois, moi, les tours, tu vois, chaque tour, ça coûte déjà 1000 euros, aux environs de 1000 euros, un four et tout. Enfin, voilà, ça, c'est pas énorme pour monter un atelier, non.
pas énorme. Et encore une fois, moi, j'ai vraiment avancé de manière progressive. Donc, au début, j'ai eu le premier atelier, j'avais qu'un seul four. Très vite, je me suis rendu compte qu'il m'en fallait plus. Et donc, du coup, j'ai vraiment fait les choses au fur et à mesure. Je n'ai pas commencé à acheter 5 fours. Et voilà, donc les choses se sont faites progressivement. Mais je dirais qu'au tout début, pour vraiment ouvrir le premier atelier, c'était 60 000 euros. C'était pas cher parce qu'il n'y avait pas de travaux aussi. Oui, tu avais choisi un chouette local qui correspondait, quoi. C'est ça. Moi, c'était un des critères importants dans ma recherche de local. Je ne voulais pas faire de travaux parce que j'avais pas forcément l'envie, l'énergie. Je sais que ça peut aussi pas mal retarder un peu les projets. Donc moi, c'était un de mes critères, c'est que je ne voulais pas qu'il y ait de gros travaux. Travaux d'aménagement, ça, voilà. Et aussi, ça, le billet d'entrée n'est pas très cher parce qu'on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, notamment tout le mobilier en bois. On a tout fait nous. Donc quand je dis nous, c'est moi et mon conjoint qui travaille le bois. Donc on a vraiment, Ah, cool, trop bien, quoi. Famille, tout le monde venait nous filer un coup de main. Donc c'était familial comme installation. Et donc on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. On a fait voilà, on a fait les plans d'atelier nous-mêmes. Voilà, c'était quand même beaucoup de la débrouille. Et les choses sont allées progressivement. Le premier atelier, il fait 88 mètres carrés. Et au départ, j'avais que 6 tours et un four. Donc, les choses ensuite se sont. Oui, ça grossit petit à petit, quoi. Ok. Donc, on reprend sur la planification de ton année. Donc, du coup, j'ai commencé donc, par le business plan, qui est le document le plus important, parce que déjà, il va structurer le projet. C'est-à-dire qu'en faisant le business plan, on va savoir quel type de local on cherche. Est-ce que je cherche un local qui fait 50 mètres carrés? Est-ce que je cherche un local qui fait 150 mètres carrés? Puisque dans le business plan, on va savoir le nombre de cours à peu près qu'on souhaite faire, le nombre d'élèves qu'on souhaite accueillir, le nombre voilà, de résidents qu'on peut avoir pour avoir un équilibre financier. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce que je dis à toutes les personnes qui me demandent, c'est que ça paraît être un exercice imposé, parfois un peu fastidieux. Oui, de galère des fois. On ne sait pas trop, et surtout, vu qu'on dans le prévisionnel, donc c'est de la prévision, donc c'est des chiffres qu'on met nous-mêmes dans des cases. Donc c'est vrai que des fois ça paraît un peu futile parce qu'on se dit bon bah oui là un futur idéal il se passe ça, mais en vrai ça vient vraiment structurer le projet. C'est-à-dire que moi ça m'a permis de savoir quel loyer j'étais prête à mettre, quelle était la fourchette haute, la fourchette basse, et ensuite une fois que j'ai lancé Clé, je savais à peu près le nombre de cours qu'il fallait que je mette en place, le nombre d'élèves pour que ça tourne, pour que ça roule et pour rentrer dans mes frais tout simplement. Donc ça c'est une étape importante. Ensuite il y a toute l'étape administrative. Donc là c'est vraiment créer sa société. Donc là moi à l'époque j'ai pas été accompagnée parce que voilà j'avais le temps pour ça, mais aujourd'hui je suis accompagnée par exemple. Donc c'est par exemple choisir voilà quelle société je crée, écrire les statuts, rédiger les statuts, les déposer, faire toutes les démarches administratives. Ça se fait, honnêtement. Voilà, c'est un peu. Moi, c'est pas Oui, trop. c'est pas passionnant, mais en soi, tout le monde peut y arriver. Il faut suivre des règles et le faire. Exactement. Il faut suivre les règles. Il y a quand même, on a de la chance aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont détaillées, expliquées sur Internet et qui sont quand même très bien expliquées. Donc, moi, j'ai créé une SAS puisque c'était ce qui convenait le mieux justement au projet que j'avais. Mais il n'y a pas de bon statut à avoir. Ça dépend vraiment du projet qu'on a en fait. On peut créer une micro-entreprise ou une EURL. Tout dépend en fait vraiment de la situation dans laquelle on est. Donc il y a tout cet âge administratif. Ça, je conseille de le faire assez tôt parce qu'en fait, il y a un moment dans le projet où tout dépend un peu, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque on va avoir des banquiers qui demandent qu'on ait créé l'entreprise, mais pour créer l'entreprise, il faut avoir déposé le dossier à la banque. Il y a un moment où c'est un peu ingrat puisque voilà, tout doit être lancé un peu en même temps. Mais du coup, c'est bien d'anticiper toutes ces questions-là au maximum. Et donc ensuite, il y a la troisième étape qui est l'étape des financements. Donc déjà réfléchir en amont au financement qu'on souhaite avoir. Est-ce qu'on souhaite avoir un financement propre? Est-ce qu'on souhaite avoir un financement bancaire ou collaboratif avec une campagne de crowdfunding? Donc moi, par exemple, j'avais décidé de ne pas faire de campagne de crowdfunding parce que je n'avais pas le temps.
Encore une fois, j'avais pas forcément. Ça nécessite beaucoup de temps, les campagnes de crowdfunding. Et je trouve ça super par ailleurs, hein, mais c'est vrai que moi, ça correspondait pas trop à mon projet. Et ensuite, d'aller voilà, rencontrer les banquiers avec son prévisionnel sous le bras, toutes les informations, l'étude de marché qu'on a faite, etc. etc. Et ensuite, donc là, je les liste, mais c'est pas forcément. Ouais. Oui, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a la recherche de local. Donc la recherche de local qui moi qui a été le point le plus compliqué, vraiment. Alors, ce qui est important, moi, ce que je conseille pour la recherche de local, c'est d'établir une liste de critères avant de se lancer dans la recherche, et des critères qui sont les critères sur lesquels on peut un peu être flexible, et les critères qui sont fixes et Non négociable, quoi. donc moi, j'avais, voilà, en critères fixes, par exemple, j'avais les arrondissements. Idéalement, je voulais être dans le 11e parce que j'habitais dans le 11e à ce moment-là. Mais je savais que si c'était dans le 10e ou dans le 20e, c'était OK aussi. La surface, moi, c'était un peu, à l'époque, je sais que je savais pas trop, en fait. C'est difficile de se représenter ce que ça fait, 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. Et surtout, les mètres carrés, en fonction de l'agencement du local, ça peut vachement varié en fait. On peut avoir un 60 mètres carrés hyper bien agencé qui du coup on exploite tout l'espace, et on peut avoir un 80 mètres carrés comme le mien par exemple qui est tout en long et donc du coup pas hyper Oui, simple. plus difficile, quoi. Voilà, plus difficile à aménager exactement. Donc définir les mètres carrés. Ensuite, moi, donc en critère définitif, c'était les travaux. Moi, je ne souhaitais pas faire de travaux, de gros travaux. Donc ça exclut quand même pas mal de local. Et c'est vrai que moi, j'avais pas non plus le budget pour payer un pas de porte ou un droit au bail très élevé. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. J'ai visité beaucoup de choses en privé et finalement, je l'ai trouvé vraiment par un coup de chance d'une amie de mon copain qui, un jour, bu avec lui, il lui parle du projet, elle lui dit ah ben j'étais dans une rue il y a 5 minutes et j'ai vu une affichette quoi. Vraiment, ça a été Ça doit être trop bien, quoi. voilà un coup de chance incroyable. Et du coup, ensuite, une fois que j'ai trouvé ce local, vu que c'est les mêmes propriétaires qui ont tout le passage, et qu'ils ont vu voilà que ça se passait bien, qu'ils nous ont fait confiance, on a pu s'agrandir en fait en prenant d'autres locaux dans le même passage. Donc ça a été une vraie chance que j'ai eue de trouver ce bien. Ok. Toi, tu considères, donc tu t'es lancé, tu disais, voilà, tu t'es lancé avec 8 tours. Tu disais combien? 6 ou 8 tours? Au début. Ouais. Ouais. Pour ce nombre de tours et ce nombre de personnes, c'est quoi la taille minimum d'un atelier? T'estimes à combien, toi? Alors moi j'estime que si on veut donner des cours en plus de sa production, c'est bien d'être au-dessus environ à 50-60 mètres carrés. Sachant qu'on peut partager l'espace pour faire des résidences à plusieurs pour la prod, mais je trouve que c'est quand même, quand on accueille du public et quand on a des élèves, ça permet d'avoir à la fois des espaces pour les cours et à la fois des espaces de production. En dessous, des ateliers qui font par exemple 30 mètres carrés, c'est vraiment tout petit. Oui, t'es obligé de tout partager, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc je dirais que la taille idéale pour un atelier seul où on souhaite donner des cours, c'est à peu près ça. Euh, Après, si on a plus grand, tant mieux. De toute façon, voilà. Oui. Oui, après on s'adapte, mais en général, c'est à peu près cette fourchette. Vu que tu dois accueillir du public, est-ce que tu as des choses à respecter, que ce soit au niveau, tu vois, légal, au niveau des assurances, ou même au niveau du choix de l'atelier? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Alors, donc, il faut, pour accueillir du public, en tout cas, moi, dans mon cas, il fallait que j'ai un local commercial. Donc, moi, j'ai rencontré le service d'urbanisme de la ville de Paris pour répondre justement à toutes mes questions liées à l'installation. Donc, il y a des histoires de catégories, pas hyper experte là-dedans, mais Ouais, mais il y a de tout ce qui est. Une fois, je m'étais lancée sur le fait de faire un article sur les choses légales, mais c'est tellement compliqué que je mets ça de côté.
Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a différentes catégories d'accueil du public. Moi, je suis la catégorie la plus petite, alors que j'accueille quand même pas mal de personnes. Mais ça va jusqu'à 20 personnes en même temps. Ouais, je crois que c'est ça, 20 ou 30 personnes en même temps. Je sais plus. Bon, il y a une histoire comme ça de nombre de personnes. Je sais plus si c'est... J'ai révisé. Mais en tout cas, voilà, je suis dans la petite catégorie, donc qui ne nécessite pas d'avoir une double sortie de secours, quoi, des trucs comme ça. C'est assez light, du coup, au niveau des contraintes. Il y a Carole qui est en backup, qui a mis catégorie selon les effectifs. Voilà, c'est aussi en fonction des effectifs de ta boîte. Euh, et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est avoir un dispositif de sécurité incendie aux normes. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, les extincteurs, les alarmes, tout ça. Donc, il faut faire appel à des boîtes spécialisées là-dedans. Pour les assurances, ben moi, j'ai tout simplement une assurance pro où j'ai mentionné le fait que c'était dynamique. Ils se sont déplacés, ils sont venus voir. Voilà, c'est important aussi, si vous avez un doute au niveau des assurances, de les faire venir dans votre local pour être sûr qu'ils aient bien compris votre activité. Parce que bon, des fois, c'est un peu. On leur dit atelier de céramique, mais ils ne se rendent pas trop Ils compte. comprennent pas tout, ouais. Ouais, moi, ils sont venus à chaque fois pour voir voilà, comment c'était fait, comment c'était agencé. Donc, une assurance pro qui est obligatoire de toute façon à la signature du bail. Hein, donc, ça, c'est même avant travaux, je le dis parce que c'est important. Et puis ensuite, il y a des, euh, des normes qui sont plus liées à un atelier de céramique, mais qui sont pas vraiment obligatoires, qui sont d'avoir une dalle en béton qui, voilà, qui respecte les chaleurs et tout. Qui respecte la chaleur, qu'on peut facilement nettoyer pour pas accumuler la poussière. Ah oui, c'est vrai que tu as mis quoi au sol, toi, par exemple, dans ton atelier? Tu as choisi de mettre quoi au sol? Du béton, alors c'est pas ciré, mais c'est peint, de la dalle peinte partout en béton. Voilà. Et On est contente? Oui, j'en suis contente. Après, là, par exemple, à Marseille, on s'est dit qu'il fallait qu'on repeigne parce que ça accroche pas mal le sol. Donc, il faut voilà, il y a des petites améliorations. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, si je devais dessiner un atelier de céramique idéal, je ferais un sol avec une bombe, enfin, comment on appelle ça, pour mettre un siphon pour pouvoir jeter des grands Ah, seaux. c'est clair, oui, oui, comme tu mets, oui, comme quelquefois tu mets comme il y a dans des grandes esplanades, en fait, comme un siphon, je sais pas, ouais, comme ça, pour nettoyer à grande eau et tout, c'est clair, c'est une bonne idée, ça. Voilà, moi, c'est ça aujourd'hui parce que c'est quand même l'eau, c'est quand même le mieux pour nettoyer les sols. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas forcément mettre en place, mais voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un sol qui soit adapté. Ce qui est important, c'est que ce soit un atelier qui puisse aussi se ventiler, s'aérer de manière efficace. Voilà, bon, toutes ces règles-là qui sont plus liées du coup à l'activité, mais pas forcément contraintes par une législation ou quoi que ce soit. Et donc, justement, là-dedans, il y avait une question, comment est-ce que tu as fait pour les canalisations? Tu sais, pour la terre dans les canalisations, est-ce que tu as dû te mettre des bacs de décantation partout? Est-ce que tu as dû te mettre des tuyaux plus larges? Ou comment tu fais? Alors, j'ai mis des bacs de décantation absolument partout. Des bacs de décantation spécialisés que j'ai achetés chez Ceradel, quoi. Vraiment des trucs faits pour la terre. Je sais qu'on peut en faire soi-même, mais bon, moi j'avais envie que ça fonctionne bien et ça fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que vu la quantité de terre qu'on récolte, C'est clair. ça fonctionne vraiment bien. Donc ça c'est très important. Et ensuite j'ai fait des travaux. En fait, les seuls travaux que j'ai faits dans les ateliers à chaque fois que j'ai pris un local, c'est électricité. Alors ça, c'est hyper important. Refaire toute l'électricité du local. Même si elle a été faite récemment, on a des puissances électriques et au four, etc., où on tire pas mal. Donc c'est important, en fait, pour la sécurité incendie ou quoi que ce soit, de refaire l'électricité de son local ou en tout cas de la faire vérifier. Et ensuite la plomberie. Et j'ai fait pas mal de petits travaux de plomberie pour installer tous les bacs de décantation et pour s'assurer qu'il y ait une bonne pente à chaque fois pour que ça s'évacue bien et qu'il n'y ait pas trop de galères. Après, pour être totalement honnête, on a eu des galères de plomberie. Bah, de toute manière, ça, je pense que c'est inhérent à tout atelier ou à toute activité de céramiste, quoi. Ouais, ouais.
Et est-ce que tu as eu besoin d'autorisation spécifique pour les fours, autant peut-être au niveau du propriétaire, peut-être que des... Non? Alors, on les a signifiés au propriétaire dès le départ, en expliquant ce que c'était, voilà, en montrant même les fours. Mais il n'y a pas on n'a pas eu besoin d'autorisation spécifique de la part de l'urbanisme. Ça fait des fours électriques, hein. Je n'ai pas de four au gaz ni de four à bois. Donc, non, c'est plus une autorisation que j'ai eue avec le bailleur, effectivement, qui était au courant de l'utilisation de fours électriques. Ok. Deux dernières questions sur les ateliers. Comment est-ce que en combien d'espace est-ce que tu as découpé tes ateliers? Que ce soit, est-ce que tu as gardé ce même découpage peut-être dans tes ateliers plus grands et plus petits? Donc, comment tu as fait? Alors, on a toujours à peu près la même configuration d'atelier. Donc, on a effectivement différents espaces. Donc, on a toujours un petit bureau ou un endroit pour accueillir les personnes. C'est important pour aussi que les personnes de l'équipe puissent être pour faire des tâches un peu plus administratives. Ensuite, on a un espace pour battre la terre. On a un espace humide qui est donc l'évier, etc. On a un espace de modelage, un espace de tournage, un espace émaillage, un espace pour la cuisson. Dernièrement, on a mis en place dans notre atelier à Paris et dans notre atelier à Marseille un espace qu'on a appelé le labo, qui est en fait un espace qui n'est pas accessible au public où on fabrique les émaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dernièrement. En fait, j'ai suivi la super formation de Joël Swanette, que j'ai découvert grâce à toi d'ailleurs. Ah, sur le bol? Je recommande à tous céramistes qui souhaitent ouvrir un atelier. C'est une formation sur la sécurité dans les ateliers, qui est hyper intéressante, hyper importante. Et du coup, on a créé un espace, donc on appelle le labo, où on entrepose toutes les matières premières et où il n'y a que les personnes de l'atelier qui sont, qui ont accès à cette salle et qui fabriquent les émaux, sur place, en mettant en place des dispositifs de sécurité, donc masques, gants, combinaisons, etc. Voilà. Ah, super. Ah ouais, donc les émaux de clé sont vos propres émaux, quoi. Alors oui, on fabrique pas mal de nos émaux. On a quelques émaux qu'on achète tout fait chez Serradel, mais au fur et à mesure du temps, on a développé pas mal de recettes et de nos émaux. Oui. Bon, trop bien. Et donc justement, je finis sur l'atelier, après je vais passer à l'équipe de clé. Donc dernière question sur l'atelier. Toi, quels sont les investissements incontournables donc au niveau du matériel quand on se lance dans ton atelier? Peut-être qu'il y a déjà un peu répondu, mais on va... Alors, donc tout dépend de ce qu'on souhaite faire dans son atelier, encore une fois. Mais le plus important, ça reste le four, hein, parce que sans four, on ne fait pas grand-chose. Donc le four, le tour, le mobilier en bois. Ça, c'est important d'avoir une table, des plans de travail qui soient adaptés, des plâtres pour recycler la terre, ce genre de choses. Donc du coup, ça c'est vraiment important d'avoir du mobilier en bois qui est robuste aussi, qui tient la route. Ça c'est un peu la base et puis ensuite il y a plein de choses, hein. Il y a si on fait du tout un tour de potier, si on fait plutôt de la plaque, une couteuse, quoi. Il y a plein d'équipements ensuite qu'on peut rajouter. Ensuite un évier aussi assez grand, assez pratique, ça c'est bien d'avoir un espace humide. Ouais, des gros éviers de cantine, ça c'est pas mal, quoi. Inox, quoi. Nous, à chaque fois, on s'est équipé. C'est des éviers de cuisine, en fait, qu'on achète en inox et qui sont assez bien, parce que bien profonds. Et les étagères de stockage. Heureusement que Carole est là. Les étagères de stockage, très, très, très important. Parce que, en fait, quand on a un atelier de céramique, on a des choses à stocker. Donc, en mettre de partout, sur tous les murs, mettre des étagères de stockage. Hyper important. Bon, super. Allez, avant de basculer sur l'équipe, seulement une dernière question. Toi, tu l'as mis où ton four? Est-ce que tu l'as mis dans une pièce séparée ou comment est-ce que tu fais pour ventiler après les cuissons? Alors, on n'a pas mis dans des pièces séparées. On a des systèmes d'extraction et on a des systèmes d'ouverture aussi en grand, des portes, etc. On a aussi un de nos ateliers où on peut aérer, parce qu'il y a des barreaux, fenêtres, on peut aérer
ouvrir la fenêtre. Donc, tout dépend de la disposition. Je crois que c'était, il y a la formation de Joël qui est super là-dessus, hein, si vous avez des questions un peu plus approfondies. Et il me semble que j'avais vu aussi un live du bol sur ces sujets-là. Ouais, sur les fours. Oui, on en avait parlé. Ouais, c'était une heure. Je pense que ça fait un an. Je mettrai en commentaire le lien. C'est génial, comment en tout cas, voilà, parce que j'ai lu 1 milliard de choses. Et c'est vrai que bon, c'est des questions qui sont importantes. Et en tout cas, j'avais trouvé pas mal de réponses dans ce. Ouais. Ok. Donc, allez, on va passer à l'équipe. Donc, de combien de personnes et de quelles compétences se compose l'équipe de Clé aujourd'hui? Alors, on a donc une équipe à Paris qui est composée de 6 personnes. C'est des personnes qui gèrent l'atelier, donc en libre accès, qui accueillent le public, qui s'occupent aussi de toute la programmation des cours, qui s'occupent de toute la programmation de l'offre de l'atelier, etc. On a des personnes qui sont formées en céramique, qui vont développer les émaux, les matières premières, réfléchir à tout ça. Donc c'est vrai que moi je me suis entourée vraiment de personnes qui ont une formation ou des personnes qui ont été formées un peu au fur et à mesure, mais qui apportent à chaque fois leur expertise. Et ensuite, à Paris, on travaille avec, je pense aujourd'hui, au moins 15-20 céramistes qui donnent des cours, hein. On a beaucoup de céramistes qui donnent des cours à l'atelier. Et donc ça, c'est des céramistes qui viennent ponctuellement pour donner un cours sur une thématique précise de tournage, de modelage. Et voilà, c'est des céramistes qui ont leur propre atelier et qui viennent pour donner des cours. Donc ça, c'est à Paris. À Marseille, c'est un peu le même principe, sauf que l'effectif est un peu moins important. On travaille avec 2-3 personnes sur la partie vraiment gestion de l'atelier et avec une dizaine de céramistes pour les cours. Ok, super. Donc toi, je pense qu'il y a pas très longtemps, alors je veux dire il y a pas très longtemps, il y a peut-être un an, tu as eu un bébé. Oui. C'est ça. Et donc comment tu as fait pour gérer ton congé maternité tout en continuant? Est-ce que tu arrives à déléguer à quelqu'un ou est-ce que tu as dû continuer à gérer les deux, quoi, le petit bout et Ouais, alors j'ai réussi à prendre 2 mois de congé maternité complet, donc sans travailler, donc c'était super. Et ça a été grâce à l'équipe et notamment à Margot, qui est donc la responsable des ateliers de Paris, qui gère en fait toute l'organisation de l'atelier, etc. On a recruté aussi à ce moment-là une personne, donc Carole, qui a rejoint l'équipe, qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui. Que j'ai recruté pour prendre le relais aussi sur la partie communication. Puisque moi, je gérais toute la com à ce moment-là. Et puis parce que pendant 2 mois, il fallait bien qu'on continue à communiquer. Ça continue, quoi. Et exister. Donc voilà, donc en fait, à Marseille, j'avais déjà une équipe qui était installée. Donc en fait, j'avais des équipes qui étaient là. Et ça m'a permis vraiment de prendre un vrai congé maternité. Après, il est vrai que j'ai pas pu prendre de congé vraiment avant. J'ai un peu travaillé jusqu'au bout, quoi. J'ai essayé de travailler jusqu'au bout, mais voilà, j'étais contente de pouvoir prendre ce temps-là et de revenir ensuite après ces 2 mois de pause. C'était très chouette. Oh, cool. Qu'est-ce que tu referais différemment aujourd'hui pour Clé? Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Je pense que justement sur la question de j'ai été formée, donc quoi, je me suis reformée là dernièrement sur les questions de sécurité dans les ateliers, de manipulation des matières premières, etc. Ça, je pense que si j'avais pu le faire un peu plus tôt, je l'aurais fait un peu plus tôt, parce que c'est des questions qui sont importantes et qu'on. C'est pas que je les avais sous-estimées du tout à l'époque, mais c'est juste que j'avais pas. Mais je pense qu'il y a tellement de choses aussi dans la céramique, tu vois, que on peut pas se focaliser sur tout, et peut-être que c'était aussi un peu moins présent, tu vois, il y a quelques années qu'aujourd'hui, en fait. Totalement. Donc oui, là, ce que je ferais différemment, c'est ça, c'est de réfléchir un tout petit peu plus à l'impact qu'on a dans ce qu'on fait. Là, on réfléchit du coup à nos émaux avec l'équipe et c'est des sujets qui sont hyper importants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'utiliser du cobalt? Est-ce qu'on continue d'utiliser de ces matières-là où on ne sait pas trop d'où elles viennent? Il n'y a pas une transparence qui est... donc c'est plus réfléchir à toutes ces questions. Après,
pense qu'effectivement, comme tu dis, ça arrive à un moment du projet parce que on a aussi eu les 4 ans derrière qui ont fait qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si je ferai vraiment différemment, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ce que je conseille aux personnes qui se lancent dans cette aventure, c'est de réfléchir à tout ça parce que voilà, c'est bien d'être conscient de ce qu'on fait le plus tôt possible. Ok, bon, ben, super. Et donc, avec les, aujourd'hui, tu proposes énormément de choses. Là, j'ai regardé, tu proposes des cours, autant des cours pour débutants d'initiation pour les enfants, les parents, autant des cours, comme tu disais, avec différents céramistes qui viennent, autant après des résidences, autant en fait, tellement de choses, autant aussi le CAP. Maintenant, tu proposes aussi le CAP depuis janvier dernier, c'est ça? La formation CAP, c'est une formation pro qui permet aux personnes, si elles le souhaitent, de passer le CAP en candidat libre, mais ce n'est pas une formation CAP, mais c'est une formation professionnelle. Ouais. Ouais, c'est une formation qui prépare, oui, qui prépare à ça. Donc, quels sont tes futurs projets pour Clé? Alors, quels sont les futurs projets pour Clé? Déjà, on a envie de développer cette formation pro. Donc là, on travaille justement pour devenir une formation qui soit certifiante. Donc ça, c'est un gros morceau. On travaille là-dessus pour continuer à accueillir des personnes et à les former à la vie de céramiste. Donc ça, c'est un projet qui vraiment nous apporte c'est très excitant en fait d'accompagner des personnes dans ce chemin-là. On l'a fait jusqu'à présent, mais avec des résidents, des personnes qui venaient dans nos ateliers. Mais là, vraiment, il y a des cours, c'est structuré, c'est construit, et c'est vraiment génial. Donc justement, voilà, on est en train de travailler pour que ce soit une formation qui soit éligible au CPF. On travaille là-dessus. On espère que ce sera bientôt le cas. Ensuite, notre but, nous, c'est de toujours accompagner les céramistes, hein, que ce soit, comme tu l'as dit, au niveau débutant, des personnes qui souhaitent découvrir, aux personnes qui souhaitent se professionnaliser et avoir un lieu pour produire. Notre but, c'est vraiment d'être implanté dans les villes et permettre d'avoir une pratique de la céramique en milieu urbain qui soit accessible à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment notre projet et ce qu'on va continuer à faire et essayer de le faire du mieux qu'on peut. Et puis ensuite avoir voilà des offres qui prennent, qui soient nouvelles, voilà. Donc ça c'est aussi des choses qui nous donnent beaucoup d'idées pour le futur. Et on a lancé il n'y a pas longtemps un podcast. Je ne sais pas Sarah si tu l'as découvert, mais Oui, j'ai vu. Alors, j'ai pas encore pris le temps d'écouter, mais j'ai vu ouais, qu'il y en avait certains. Tu en as lancé 5 ou 6 épisodes, c'est ça, sur ton. donc c'est un podcast où on va à la rencontre d'ateliers de céramistes dans leur atelier de production pour parler justement des problématiques liées à la production et aussi qui nous racontent leur parcours, comment ils s'en sont venus là. Donc ce podcast s'appelle Dans l'atelier et ça c'est un projet qui voilà un peu plus éditorial qui nous plaît beaucoup. Donc on va continuer à faire. Mais c'est bien, au final ça donne de l'inspiration, tu vois, et ça permet de voir que le plongeon dans la céramique est possible pour tous. Ça permet de voir voilà, que quelquefois c'est compliqué et que voilà, percer, ça peut être plus compliqué. Mais justement, le parcours de certains, le parcours de certains est super inspirant. Oui, et puis surtout ce que je voulais montrer dans le podcast, c'est que moi je me rends compte qu'en fait aujourd'hui être céramiste, ça, ça a 1000 réalités différentes, c'est-à-dire qu'on peut être céramiste, produire de la vaisselle pour des restaurants, on peut être céramiste, faire de la sculpture, de la pièce unique, on peut être céramiste, voilà, c'est faire des fêtes, quoi. C'est vraiment des réalités qui sont très différentes et en fonction de ça, en fait, on a aussi une approche du métier et des besoins. Quand je parle là d'ouvrir un atelier aussi, tout dépend du projet qu'on souhaite faire. Et c'est des métiers différents au final. On est céramiste, mais on va pas. Et c'est ça aussi que je veux montrer dans le podcast, c'est que il y a plein de façons d'être céramiste et que toutes ces façons-là sont très intéressantes à découvrir. Bon, ben super. Et donc ton podcast, maintenant, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de podcast?
Oui, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. C'est dans l'atelier. On a aussi sur notre site une petite page où on met des photos parce que vu que c'est audio, on met des Franchement, ça photos. c'est super aussi de pouvoir se rendre compte en fait. Tu as d'imaginer l'atelier dans lequel chaque céramiste fait, c'est super. Donc voilà, et donc c'est tout. C'est déjà pas mal, mais Ouais, c'est déjà beaucoup, attends. C'est déjà pas mal, oui. en fait, moi, je me rends compte aussi que, et c'est ça qui est génial dans nos métiers, c'est qu'en fait, on apprend plein de trucs et on s'améliore. Et quand tu poses la question, est-ce que j'aurais fait des choses différemment? Je ne sais pas si je les aurais fait différemment, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que après 5 ans, il y a plein de choses plein de connaissances que j'ai que j'avais pas à l'époque. Et du coup, voilà, tout ça, ça donne Ça juste t'a amené à autre chose, quoi. Et en fait, ouais, je pense que ce soit la céramique ou même l'entrepreneuriat, c'est toujours ça, en fait. C'est qu'au final, on est obligé, en fait, de rester ouvert et de se former. Et c'est l'intérêt du métier. exactement. Bon, ben, en tout cas, merci pour tout, Stéphanie. Exactement. Et au plaisir de se croiser dans un de tes ateliers. Merci.